T'as une caméra ou quoi? Ah oui. Bon, Jean-Louis, Oui. content de te Oui retrouver Stéphane, ici, très à content. Bali. Merci. Hein, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu, donc on avait plein de choses à se raconter. Et alors, parle-nous un petit peu des Français qui viennent ici à Bali. Les Français qui viennent à Bali, d'abord c'est des surfeurs. Comme Roland du Rock Food à Hossegor, comme des gens de Biarritz, des surfeurs de Biarritz qui sont venus ici pour surfer Uluwatu, Kuta et ainsi de suite dans les années, à la fin des années 70, au début des années 80. Moi je suis plutôt arrivé au début des années 80, donc il y en a qui sont venus avant moi et qui ont enjoy. Et maintenant c'est plutôt des gens qui font du business ou qui avaient envie de faire du business. Parce que maintenant, quand même, l'Indonésie est devenue chère au niveau du textile, au niveau du bois. Et il s'est passé un peu de mode également en Europe, et en France en particulier. Donc, à la limite, ces gens-là ne reviennent plus trop maintenant, qui faisaient vraiment du business. Ou reviennent un peu, mais très peu de temps, juste pour prendre des vacances. Là, si je suis français, j'ai envie de m'installer à Bali, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer quand on va vouloir s'installer? La première chose, c'est s'installer. Soit tu veux acheter un terrain et tu ne pourras pas, sauf sous certaines conditions, bien entendu, puisque l'étranger n'a pas le droit d'acheter un terrain, sauf si tu es marié, ce qui est mon cas. À ce moment-là, je peux, grâce à la famille, acheter du terrain. Mais d'un autre côté, il y a quand même des garde-fous aussi et des facilités, pas des facilités, mais c'est un peu plus compliqué, disons. Mais maintenant, bon, personnellement, je loue depuis des années ici et là, en pleine possession de la location, à mon nom, directement, chez le notaire. C'est un système notarial un peu comme on peut l'avoir en France. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Indonésie était colonisée par les Hollandais. Les Hollandais, oui. Donc ils ont imposé leurs lois. Et les lois des Hollandais venaient d'où ? De France. De France, mais d'où ? Depuis de Paris. Oui, de Paris, mais où ? De Napoléon. Et Napoléon a créé le système notarial qu'on a en France. Donc ça se rapproche relativement bien du système français, si ce n'est que bon, ils sont plus près de la terre et qu'ils veulent conserver la maîtrise de la terre. Donc bon, à ce moment-là, ils mettent des garde-fous. Tout en n'étant pas forcément d'ailleurs raciste. Ouais. Le problème n'est pas. Il n'y a pas de racisme en Indonésie. C'est l'un des pays au monde où il y a le moins de racisme, où on peut vivre comme on veut, là où on veut. Moi j'ai des amis à Java, à Sumatra bien sûr, puisque ma femme est de Sumatra, mais j'ai visité beaucoup d'îles, j'ai jamais rencontré une animosité ou quoi que ce soit. J'ai jamais rencontré une animosité, personne ne m'a demandé si tu es chrétien, si tu es catholique, si tu es protestant, si tu es musulman, si quoi que ce soit. Je suis musulman. Parce que ma femme est musulmane et parce que j'ai décidé d'être musulman, c'est plus facile pour elle, pour la famille et ainsi de suite. Mais la famille m'a dit, le père m'a dit, qui est musulman, m'a dit, vous faites ce que vous voulez, vous êtes majeur et vacciné. Ah, bon, ben maintenant, si vous voulez être chrétien, hindou à Bali, hindouiste, si vous voulez être chrétien, protestant ou musulman, à vous de voir, pas de souci. Papak, c'est-à-dire père. Ouais. Tu viens avec moi à la Mecque ? Je dis arrête un peu, je ne suis jamais allé à la Mecque, je suis musulman, je suis là par la Mecque. Quels sont les avantages de ce pays ? Les avantages de ce pays, c'est, je dirais, la gentillesse des gens. Quoique c'est un peu moins vrai, peut-être également parce que j'ai 30 ans ou 35 ans de vécu ici à Bali, et donc je ne me rends pas forcément compte. Mais c'est vrai que par exemple, un simple exemple, tu t'arrêtes à un feu rouge, en moto ou en voiture. Tu dis au mec, au gars à côté ou à la nana à côté, Apakabar. C'est-à-dire, ça veut dire Apakabar, ça veut dire comment vas-tu ? Et tu dis, bon, oui, ça va bien. Ça, c'était comme ça avant. Maintenant, c'est un peu plus comme l'Europe. Ouais. À savoir que tu fais la même chose. Tu t'arrêtes en voiture, tu t'arrêtes en moto. Tu dis bonjour aux gens, et ils vont te dire mais il est fou celui-là, je le connais pas. C'est pour ça que j'aime l'Indonésie. Mais j'aime l'Asie en général. J'ai découvert l'Asie en 84 et je crois que ce soit la Thaïlande, que ce soit la Chine,
ça a évolué. La Thaïlande, j'y vais chaque année. La Chine, je ne suis pas retourné depuis 87. Mais bon, la Birmanie, l'Inde, en général, c'est des gens qui sont pauvres, mais très, très riches en culture. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment le plus important et c'est des gens qui t'apportent quelque chose réellement. Tu n'as pas à te demander comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, et ainsi de suite. Peu importe ce qu'ils font, peu importe la vie qu'ils ont, ils sont avec toi, simplement. Ils sont avec toi, ils te côtoient, ils s'intéressent à toi, tu t'intéresses à eux, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Ah, c'est pas facile. Mes amis, c'est évident. Dont toi, dont tous les amis, mais à la limite, à Bali, c'est facile. Parce que les gens viennent souvent ici, voir Bali, découvrir Bali. Il ne faut pas oublier que Bali, en tant qu'île, c'est la plus grosse destination au monde au niveau du tourisme. Avant Hawaï, pour parler d'île, avant Phuket en Thaïlande, bref. Donc, fatalement, tu vois beaucoup passer beaucoup de gens, beaucoup de surfeurs, beaucoup de gens qui veulent « Ah, t'habites à Bali, ça fait rêver Bali ». Ça fait rêver un peu moins quand on y est maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de monde, trop de motos, trop de voitures, trop de monde. Ça, c'est pour que tu coupes avant parce que trop de voitures, trop pas mal de choses dont vous ne faites pas attention parce que vous êtes là en touriste et parce que vous découvrez et parce que c'est trop beau. Vous allez en rizière, vous allez monter au volcan, vous allez sur les temples et compagnie. Les temples sont magnifiques, tout est magnifique ici à Bali. Mais il y a certaines choses qui sont moins bien. Il y a également, il ne faut pas le cacher, il y a la pollution. La pollution maintenant est un peu grave à Bali, très grave. Alors ils te disent toujours sur les plages que ça arrive de Java. Mon œil, ça arrive pas forcément de Java, un petit peu, mais ça arrive de Bali aussi. Les rivières qui se jettent, charrient du plastique, charrient plein de trucs qui vont dans l'eau et après, avec le vent, ça revient sur les plages. Voilà. Et ça, par contre, ils commencent à penser, effectivement, ils commencent à réfléchir un tout petit peu qu'il faut des plages propres, parce que les touristes, qu'est-ce qu'ils veulent? Un pays paradisiaque, des plages paradisiaques. Et ainsi de suite, le Galugan avec les décorations, le Madewarung où on est. C'est un endroit qui est l'un des premiers, le premier restaurant à Bali, pas celui-ci, un autre Madewarung qui appartient toujours à Madé. À Kuta, voilà. Et qui se fait, ici, tu as beaucoup de gens indonésiens qui viennent de Jakarta, de Surabaya, de Bali aussi, de Balinais qui viennent manger le midi. Beaucoup de gens qui reçoivent des clients, qui viennent ici le midi pour manger un petit bout et puis repartir travailler, ou qui invitent le client également. Ça se fait bien, et ainsi de suite. Le président de l'Indonésie, régulièrement, mais enfin de temps en temps, vient ici quand il y a un congrès à Bali au niveau de son parti, vient ici au Madewarung, il ne prévient pas, et il y a Madé qui vient, tu sais Jean-Louis, hier soir j'avais le président ici, très bien, tu vois. Est-ce qu'il y a encore des affaires à faire à Bali, et dans quel secteur? Oui, il y a encore des affaires à faire à Bali, dans beaucoup de secteurs, il faut être bon. La seule chose, alors quel genre d'affaires? Tout à faire. C'est pas une seule affaire, l'immobilier, la location de villas, pour des touristes et ainsi de suite, par Airbnb, par toutes les boîtes, enfin les compagnies qui gravitent autour. Il y a encore peut-être dans le textile également. Il faut se dire qu'à Bali, il y a tout. Ouais. Et donc, si t'es pas bon, c'est mauvais. T'es mauvais, là, ça pardonne pas. Ouais. C'est-à-dire que tu vas ouvrir, tu vas mettre de l'argent pour rien, et 6 mois après, t'es fermé. 10 contre canne, comme on appelle, c'est-à-dire à louer. Capote. Parce que oui, t'es capote, quoi. Donc, si tu veux, tu as beaucoup de choses à faire. Le mec qui est bon, il peut faire son trou. Que ce soit également dans la restauration, dans le club de nuit, dans le bar de nuit,
dans dans beaucoup de domaines également, dans la mode. On voit qu'il y a beaucoup de franchises en fait qui commencent à arriver à Bali aussi, KFC, McDo et les autres. Maintenant ça commence depuis 5 ou 6 ans, même une dizaine d'années pour McDo, à s'ouvrir. Mais bon, il ne faut pas oublier que, comme je le disais pour les terrains, ils ont quand même une vision des choses un peu différente des nôtres en particulier en Europe. À savoir qu'ils veulent garder la maîtrise. Et donc c'est pas si facile également d'ouvrir un magasin Rip Curl ou Quicksilver. Il y en a, c'est clair. Mais c'est pas si facile. Ils sont obligés de se concerter pour savoir combien ils vont vendre, à quel prix. Cette année, on va faire tel prix. Et ils communiquent entre eux. Un gros meeting, chaque année, ils communiquent entre eux et bon, on va vendre tel prix. Le board short, la chemise, le t-shirt, pas la chemise comme tu l'as, parce que elle est pourrie. Dis-moi, juste une question. Est-ce que c'est facile de retourner en France quand on a vécu quelques années à Bali? Parce qu'on a quand même une monnaie différente et on y perd en qualité. Je pense pas. Moi personnellement, et beaucoup d'amis, quand on n'a pas décroché de la France, quand on a toujours quelque chose, on peut toujours y revenir. Ouais. Quand on a décroché complètement de la France au niveau de que ce soit un bar, un magasin, quoi que ce soit, on reste à Bali. On reste en Asie. L'Asie est le plus porteur maintenant, est l'endroit le plus... et puis, enfin, je termine, est l'endroit le plus agréable à vivre, ne serait-ce que parce que la monnaie est pas trop chère par rapport à l'euro ou au dollar, et donc le change est très très bien, et donc les gens ont l'impression d'être les rois du monde. Hein? Ouais, c'est clair. Et clair. Beaucoup partent de la France aussi parce qu'il y a beaucoup de fiscalité. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de fiscalité ici? Comment ça se passe? Écoutez, je peux en parler relativement bien, dans la mesure où j'ai eu une affaire ici, un bar de nuit, avec une fiscalité qui était une tenue comptable qui était un peu comme la France. Et on a été voir les impôts la deuxième année, parce que la première année c'était très calme. La deuxième année, quand même, on s'est dit, il faudrait peut-être mieux quand même voir les impôts. Les impôts, on est allé à Denpasar, on a pris un rendez-vous, on est allé manger avec eux, avec deux représentants des impôts, avec ma comptable qui travaillait aux impôts également, et donc qui connaissait. Et on m'a dit, il faut faire à peu près, vous allez par rapport au prix au chiffre d'affaires, disons, de l'obsession, vous allez baisser, vous allez faire 60%. Et pas déclarer l'intégralité. Ouais. Je peux le déclarer maintenant parce que j'ai plus rien en France. Donc, et je dirais même plus, j'ai eu une comment on appelle, un rappel fiscal. Un contrôle fiscal où je leur ai tout donné en rigolant, en tout expliqué. Ils m'ont remis, ils m'ont mis le contrôle fiscal à 2000 €. Merci. Et parce que moi, ils ne pouvaient pas faire autrement. Bref, donc je remets mes comptes. Ça faisait à peu près 60% du chiffre d'affaires. Je dis ça va? Ouais, ça va. Bon, enfin ça va à ma comptable. Et là-bas, on remet ça. Très bien, on vous rappelle dans 2 jours, on va voir, on va éplucher, on va regarder. Il me rappelle dans 2 jours. Monsieur, ça va pas. Ah, merde, j'ai trop baissé. Ah, des sueurs froides. Des sueurs froides. Eh ben non, il faut que vous baissiez encore parce que vous êtes trop... Je baisse à 40%. On est fini à 30% ou même pas à 25% du chiffre d'affaires. Énorme avantage. Énorme avantage. Et tout ça avec des gens qui connaissaient le business. Il dit pourquoi? Mais pourquoi? Parce que si on a un contrôle de Jakarta, par exemple à Bali, il faut dire que Jakarta c'est à 1000 km d'ici. Hein, c'est plus loin que Paris. Hein. C'est le double, pas le double. Donc si on a un contrôle à Jakarta, on va pas comprendre, et ils vont pas comprendre plutôt à Jakarta, arriver ici, que ce petit bar, qui a du monde, tant mieux, marchait bien, mais il fasse plus que le restaurant top niveau, le coup d'état et ainsi de suite, que la discothèque Double Six qui reçoit du monde, qui est beaucoup plus grande surtout,
et ainsi de suite. Ils vont pas comprendre. Et donc ils vont se retourner contre nous en disant il y a le petit truc là, obsession, qui marche très très bien, qui fait 50-60%, pas 50% parce que ça pas encore, mais de chiffre d'affaires. Et mais c'est pourquoi c'est d'autant. Les autres ils font moins. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc les impôts, ils vous demandent de baisser un peu, parce que comme ça ils sont tranquilles. Tout est négociable ici. C'est-à-dire que il faut. Je dis ça en rigolant, c'est une image. Mais c'est une image qui est vraie. Totalement vraie. Totalement vraie, je l'ai vécu. Et tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de discuter. Tout se discute ici. Quand tu vas un peu moins maintenant à Kouta dans les zones touristiques, où fixed price, les prix fixés dans les magasins et ainsi de suite. Mais avant, tout se discutait. Et maintenant, certaines choses se discutent encore. C'est clair. Dans les zones touristiques, c'est peut-être pas les magasins, les restaurants qui se discutent, qui sont fixés, qui sont à prix fixe. On peut discuter encore. Les magasins, on ne peut plus discuter. Et les grossistes, on ne peut plus discuter. Le prennent de haut, monsieur. C'est plus à peine. Hein. C'est plus à peine, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. Ah bon, mais très bien. Mais il y en a un autre à côté. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es venu ici pour le surf. Oui. Aujourd'hui, comment tu présentes un peu la vague de Bali, comment elle est et qu'est-ce qui t'a fait venir ici Alors, la vague de Bali, il faut savoir qu'il y a toujours des vagues exceptionnelles à Bali. Que ce soit à Uluwatu, que ce soit à Padang Padang, que ce soit à Nusa Dua. C'est des vagues qu'on surfait il y a très très souvent, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on surfe encore maintenant pour certains, moi non, parce que j'ai du mal à ramer, à me tenir debout sur la planche, pour pas dire allongé, bien que je fais maintenant du paddle et que le paddle est au nord de Bali. Bref, donc le gros problème de Bali, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Beaucoup plus de touristes, beaucoup plus d'autochtones, de locaux. Alors je ne veux pas dire que c'est des black shorts, mais c'est vrai que pour certains, c'est des black shorts qui font un peu la pluie et le beau temps sur les vagues et au spot. Et donc si tu n'es pas baliné, si tu n'es pas à peau un peu bronzée, moi je me suis un tout petit peu, on peut regarder, mais si tu n'es pas un tout petit peu bronzé, tu as du mal.